Si vous tombez sur un certain puits au Portugal, résistez à la tentation de plonger votre regard dans ces profondeurs insondables. Cette tour inversée, proche de l'énigmatique palais de la Regaleira à Sintra, donne la chair de poule à quiconque ose s'y aventurer, tandis qu'elle s'enfonce en spirale jusqu'à 27 mètres sous terre. Ce puits n'a probablement pas été conçu pour recueillir de l'eau. Pourtant, son but véritable demeure un secret bien gardé. Datant d'environ 1904, il s'inspire vraisemblablement du mystérieux rite d'initiation des Templiers. L'ordre de Temple avait été dissous près de 6 siècles avant la construction de ce puits. Mais leurs étranges pratiques ont été ravivées par des sociétés mystiques ultérieures. Ainsi, une théorie avance que les candidats cherchant à être intronisés à l'époque devaient affronter leurs peurs les plus secrètes, en faisant face à ce puits et en dévalant ses marches en spirale les yeux bandés. Lorsqu'ils atteignaient le fond de la tour inversée, ils retiraient leurs bandeaux et se trouvaient confrontés à cette vue effrayante. La seule façon de sortir de ce labyrinthe obscur était de continuer à regarder en l'air et de suivre la lumière. Imaginez-vous parcourir les rayons d'un bouquiniste jusqu'à tomber sur un livre écrit dans un alphabet que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous décidez d'utiliser une application de traduction, mais vous n'obtenez aucune correspondance. Intrigué, vous décidez d'acheter le livre. Puis vous le montrez à vos amis et à vos proches, mais personne ne reconnaît cette écriture. Le marchand de livres rares, Wilfried Voynich, a probablement éprouvé la même frustration en 1912 lorsqu'il a acquis ce qui deviendrait plus tard le livre le plus énigmatique au monde. L'œuvre est aujourd'hui connue sous le nom de manuscrit de Voynich et elle est entièrement rédigée dans une langue inconnue que personne n'est encore parvenu à déchiffrer. Les pages de ce codex du XVe siècle sont remplies de croquis botaniques, mais ce ne sont pas des marguerites ou des roses lambda. À vrai dire, elles ne ressemblent à aucune espèce de plante connue. Ce qui rend les choses encore plus insolites, ce sont ces illustrations de constellations inconnues et de femmes nageant dans de l'eau verte. En nous enfonçant davantage dans le domaine des parchemins mystérieux, nous avons entrepris un voyage en Cisjordanie vers les grottes de Qumran, non loin de la mer Morte. En 1952, une équipe d'archéologues a découvert 2 rouleaux de cuivre fortement oxydés sur le site. Dérouler ces parchemins n'était pas une mince affaire. On a donc décidé de les découper en 23 parties pour les examiner. Imaginez la surprise des archéologues de voir apparaître des mots hébreux comme « or » et « argent ». Mais non, ce n'était pas une facture millénaire, mais plutôt une carte indiquant la cachette d'un trésor estimé à plus d'1 million de dollars. Hélas, ce trésor n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé toutefois. Mais voyez-vous, l'entreprise n'est pas aussi aisée qu'il n'y paraît. Certains termes du rouleau de cuivre sont extrêmement techniques, et les emplacements géographiques mentionnés demeurent mystérieux. Il existe une dernière possibilité. Peut-être que tout cela n'est qu'une œuvre de fiction, comme une histoire de pirate de l'ancien temps. Les gens parlent souvent du regard presque obsédant de la Joconde, qui semble vous suivre où que vous alliez. Mais voici une petite question. A-t-elle seulement des sourcils? Vous avez bien vu si vous avez répondu non. Et cette absence totale de sourcils ne fait qu'ajouter au mystère de son regard. L'explication la plus courante est que les critères de beauté de l'époque étaient différents, et peut-être que l'épilation des poils au-dessus des yeux était une pratique courante au début du XVIe siècle. Mais si vous regardez d'autres peintures italiennes de cette période, comme la Schiavona ou le portrait d'une jeune inconnue, eh bien voilà, des sourcils. Ainsi, tout le monde n'était pas entièrement satisfait de cette théorie, comme l'ingénieur français Pascal Cotte. Il a passé 3000 heures à scanner la peinture pour voir à travers chacune des couches du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il prétend que Mona Lisa avait autrefois des sourcils, mais qu'ils ont disparu au fil des nettoyages et des restaurations. Néanmoins, certains historiens remettent encore ces conclusions en question, ce qui signifie que le style de Mona Lisa demeure un mystère à ce jour. Vous décidez de vous rendre à Rio de Janeiro, et tout le monde vous dit à quel point le mont du pain de sucre est incontournable. Lorsque vous apercevez la montagne de loin, vous réalisez que la pierre présente une cavité. Mais vers midi, elle change d'aspect. L'ombre de la cavité prend alors la forme d'un oiseau, celle d'un ibis pour être précis. Cette apparence n'est pas sans rappeler celle du dieu égyptien Thoth. Comme si les anciens pharaons avaient visité Rio à l'époque et s'étaient trouvés inspirés par ce phénomène naturel. Mais ne c'est probablement qu'une simple coïncidence parmi tant d'autres.
Le véritable mystère, cependant, réside dans les eaux qui entourent le pain de sucre. Dans les années 80, l'archéologue Robert Marx a appris des Brésiliens l'existence d'un trésor caché dans la baie de Guanabara. Il a plongé et découvert un certain nombre d'amphores romaines. Vous savez, ces jarres anciennes qu'on trouve partout en Italie. Sa découverte pourrait potentiellement apporter la preuve d'un naufrage romain qui aurait atteint le Brésil près de 17 siècles avant que les Portugais n'y mettent les pieds. Il n'a toutefois pas pu poursuivre ses recherches. Et à ce jour, l'idée d'une présence romaine sur la côte brésilienne demeure incertaine. Le véritable emplacement de la tombe de Cléopâtre n'est pas le seul mystère de l'Égypte ancienne. De nombreux secrets sont gravés dans les murs de ces anciennes structures, comme dans le temple funéraire de Séti Ier. Regardez attentivement ce hiéroglyphe et vous remarquerez qu'il ressemble à un hélicoptère moderne. Un coup d'œil à droite et vous verrez une gravure qui s'apparente à un sous-marin. Déroutant, n'est-ce pas? L'explication la plus plausible réside dans les marques successives laissées par les différents pharaons. Lorsqu'un nouveau monarque arrivait au pouvoir, il ajoutait ses propres hiéroglyphes par-dessus ceux d'origine. Mais c'est encore un sujet de débat, car certains égyptologues croient que ces hiéroglyphes mystérieux pourraient représenter une sorte de technologie antique. La même chose s'applique à l'ampoule de Dendera. Cette gravure découverte dans un passage souterrain du temple d'Hathor est sujette à controverse. Certains chercheurs suggèrent qu'elle représenterait simplement le soleil levant, tandis que d'autres l'interprètent comme la preuve de l'existence d'une sorte de système d'éclairage moderne. Et cela ressemble en effet à un tube de Crookes, l'une des premières expériences en matière de décharges électriques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète que les anciens Égyptiens aient ou disposaient d'électricité moderne, certains pensent que cette théorie pourrait aider à expliquer pourquoi de nombreuses tombes découvertes jusqu'alors ne présentaient aucun résidu dû à l'utilisation de lampes à huile ou de bougies. On a beaucoup parlé des mystérieuses pyramides d'Égypte, mais les gens ont tendance à oublier que d'autres structures énigmatiques existaient déjà bien avant elles. Notre prochain arrêt nous emmène en Turquie, le sommet d'une colline connue sous le nom de Göbekli Tepe, près de la ville d'Urfa, recèle un secret ancien. Il présente une vingtaine d'enceintes de pierres circulaires, vieilles de plus de 11 000 ans. Nombre de ces dernières sont adjointes de lourdes colonnes de pierre sculptées en forme de T et ornées d'étranges figures humaines aux mains jointes. La théorie la plus répandue est qu'il s'agirait du temple le plus ancien au monde, probablement utilisé pour des rituels ou des festivités. Mais son plus grand mystère réside dans la manière dont il a été construit. Car ce site existait avant la domestication des animaux ou l'invention d'outils en métal. Ainsi, sa construction a dû être particulièrement difficile et remet en question notre compréhension de l'histoire. J'espère que vous n'avez pas le vertige, car nous sommes sur le point de survoler les lignes de Nazca. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces motifs immenses et mystérieux gravés dans une région aride du Pérou. Ils se déclinent en de nombreuses formes différentes, comme une araignée, un singe et même une sorte d'alien aux yeux globuleux, qui n'est probablement qu'un simple pêcheur. Quoi qu'il en soit, cette histoire a connu quelques rebondissements en 2022, lorsque pas moins de 168 nouveaux dessins ont été découverts. Les premiers ne pouvaient être vus que depuis les airs, mais ces nouveaux motifs sont beaucoup plus petits et peuvent être observés au sol. Cependant, une chose qu'ils ont en commun est que leur fonction demeure totalement obscure. Certains les considèrent comme le calendrier le plus grand du monde. D'autres suggèrent qu'ils aient pu servir d'outils à des fins agricoles. Bien sûr, de nombreuses autres théories ont émergé dans le but de donner du sens aux lignes de Nazca. Mais la vérité est qu'elles restent l'un des plus grands mystères irrésolus de l'histoire. Avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'il y a eu une époque où l'humanité était si peu nombreuse qu'elle a failli disparaître. Cela s'est produit il y a environ 900 000 ans, lorsque nos lointains ancêtres ont traversé une crise majeure. Des études récentes révèlent qu'il n'aurait subsisté qu'environ 1280 individus, un chiffre incroyablement faible. C'est comme si une seule petite communauté ou un très petit village se retrouvait isolé sur notre planète. La race humaine a traversé un goulot d'étranglement démographique où près de 98% de sa population a disparu. Cette période de difficultés extrêmes a duré plus de 100 000 ans, de 930 à 813 000 ans avant notre ère.
Les raisons exactes de cette catastrophe demeurent floues, mais elles semblent être liées à d'importantes variations climatiques. Nous parlons d'une époque où les périodes de froid s'étendaient sur de très longues durées. La mer était plus froide et les glaciers plus nombreux. Les moussons étaient extrêmement violentes, mais paradoxalement, il pleuvait moins. Ces bouleversements ont affecté les espèces animales et végétales en Afrique et en Eurasie, entraînant la disparition de nombreuses plantes et animaux dont dépendaient les humains pour se nourrir. Nos ancêtres ont toutefois su faire preuve de résilience et ont réussi à se rétablir malgré ces épreuves difficiles. Leur nombre a commencé à croître de nouveau grâce à une plus grande maîtrise du feu, et les températures plus clémentes ont également contribué à leur survie. Mais imaginons un instant que la nature ait eu raison de nous et que l'humanité se soit vraiment éteinte à cette époque. Faisons un petit saut dans une dimension parallèle où cela s'est effectivement produit. Dans cet univers, il n'y aurait ni empire, ni pyramide, pas plus que les impressionnantes réalisations laissées par les civilisations anciennes. Pas de quartier, pas de ville, pas de parc préféré, ni ce banc où vous aimez vous asseoir et siroter votre café. Pas de café, une cruelle absence. Pas de piscine, de parc d'aventure, ni de plage surpeuplée. Aucune créature ne pourrait se rendre sur un autre continent séparé par l'océan, sans navire, ni avion pour les transporter. Les animaux devraient attendre le déplacement des plaques tectoniques pour explorer de nouveaux territoires. Wow! Vous réalisez à quel point le monde est incroyablement silencieux. La nature ne produit presque jamais autant de bruit que les humains. Nos bâtiments sont bruyants, tout comme les voitures, nos motos et tous ces véhicules pétaradants. Si vous vivez près d'un aéroport, vous savez combien les avions peuvent être assourdissants. Ici, aucun téléphone ne sonne, aucune musique ne s'échappe des bars ou des salles de gym. Et regardez ce ciel d'un bleu pénétrant. Vous n'avez jamais vu un ciel pareil dans votre monde. La pluie et le vent nettoient la surface de notre planète, bien qu'il n'y ait pas beaucoup à faire sans la poussière et le smog produit par nos activités. Il y a bien de la poussière, mais d'un autre type, celle que génère la nature. Nous ne la remarquons pas vraiment car nous avons tous ces systèmes de chauffage et de climatisation qui brassent l'air et cette poussière partout. Les seules sources d'eau potable sont les lacs et les rivières, où de nombreux animaux différents se regroupent. Il faut un certain temps pour s'y habituer, où que vous alliez, des bêtes sauvages défilent sous vos yeux. Pas de chiens, ni de chats, ni aucun autre de ces animaux domestiques familiers. Il n'y a pas non plus d'électricité. Si vous avez emporté votre téléphone, prenez quelques photos rapidement, car vous ne pourrez pas recharger votre appareil une fois la batterie épuisée. Il n'y a pas d'internet non plus, donc vous serez le seul à voir ces photos. C'est tellement étrange de voir de l'herbe si haute et sauvage. Personne pour la tondre, ce qui rend la marche difficile, surtout en l'absence de route. Vous n'avez ni faux, ni outils pour dégager le chemin, car l'humanité n'a jamais atteint ce niveau de progrès. Ouah, il y a des plantes que vous n'aviez jamais vues auparavant. Chaque fois qu'un arbre laisse tomber une graine, quelque chose de nouveau peut pousser. Et sans humain pour choisir quelle plante cultiver, la nature se développe librement. Vous ressentez soudain une certaine nostalgie pour les carottes, les brocolis, les pommes de terre et tous les autres légumes que les gens cultivaient autrefois dans leurs fermes. Vous entendez des tonnes d'insectes bourdonner autour de vous. D'habitude, nous faisons tout pour nous en débarrasser. Mais maintenant, sans humains, vous réalisez à quel point ils peuvent être vraiment agaçants. Le soleil se couche. Sans lumières électriques, toutes les créatures suivent simplement le rythme de la nature. Si vous voulez faire une promenade de nuit, attendez que la lune et les étoiles illuminent votre chemin. Mais soyez vigilants face aux prédateurs nocturnes. Vous pourriez croiser des fauves qui n'ont pas survécu dans un monde dominé par les humains. Le feu. Heureusement, il y a une rivière à proximité. Vous plongez dans l'eau et atteignez l'autre rive. Les incendies sont plus fréquents dans un monde sans humains. Par exemple, la foudre peut frapper un arbre ou enflammer des broussailles. Personne n'est là pour éteindre les flammes, de sorte que les incendies continuent de se propager jusqu'à ce qu'ils finissent par s'éteindre d'eux-mêmes. Il est difficile d'appréhender le monde de cette manière, mais il est encore plus difficile d'accepter que la Terre se porte bien sans nous, tout comme elle se porte bien sans les dinosaures, les mégalodons, les mammouths laineux, les dodos, et d'autres créatures anciennes qui se sont éteintes. Retournons à nos recherches. Certains scientifiques ne pensent pas que nos anciens ancêtres aient été si proches de l'extinction. Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont eu recours à FitCall, un outil spécialisé qui aide à étudier les changements dans les anciennes populations humaines en examinant les données génétiques des humains modernes. Ils ont analysé l'ADN de plus de 3000 individus en Afrique et au-delà, juste pour cette étude.
Certains chercheurs estiment que la population réelle aurait pu être plus élevée que ce que les données suggèrent. La méthode employée se concentre sur un groupe limité d'individus reproducteurs et pourrait ne pas refléter fidèlement la population totale. Il existe de nombreux sites archéologiques en Eurasie et en Afrique datant de l'époque où ce déclin démographique aurait pu se produire, ce qui laisse penser que ce phénomène pourrait n'avoir affecté que certains groupes dans des régions spécifiques. Quoi qu'il en soit, cet événement n'a pas marqué la fin, mais plutôt un nouveau commencement. 2 chromosomes ancestraux ont fusionné pour former ce que nous connaissons sous le nom de chromosome 2 chez les humains modernes. Cette fusion pourrait avoir marqué le début d'une nouvelle espèce, avec une séparation entre nos ancêtres et d'autres humains primitifs tels que les Néandertaliens et les Denisoviens, nos cousins éloignés. Des preuves suggèrent que cette hypothèse est plausible, puisque notre ancêtre commun vivait il y a environ 5 à 700 000 ans. Bien que les humains aient survécu à ces périodes critiques de l'histoire, les scientifiques pensent que l'extinction de notre espèce n'est qu'une affaire de temps plutôt qu'une simple hypothèse. Nos champs seront envahis par la végétation, les villes se transformeront en ruines, et les ponts finiront par s'effondrer. La nature reprend rapidement ses droits sur les lieux abandonnés par l'homme. Regardez comment les racines et les arbres ont envahi le temple de Taprom au Cambodge. Mais les ruines romaines défient le temps depuis plus de 1500 ans, et certaines constructions modernes pourraient également résister à l'épreuve du temps. Finalement, la nature finira par tout décomposer. Si les humains venaient à disparaître, qui pourrait nous remplacer? Il a fallu 200 millions d'années pour que notre espèce évolue à partir des premiers mammifères. Qui pourrait répéter ce processus? Le dernier ancêtre commun des chimpanzés et des humains a vécu il y a 8 millions d'années. Il est donc possible qu'une nouvelle espèce capable d'accéder à la technologie puisse émerger des chimpanzés si l'Homo sapiens venait à disparaître. Mais prudence. Le paradoxe de Fermi soulève une question fascinante. Bien qu'il existe des centaines de millions de planètes telluriques dans notre galaxie susceptibles d'abriter la vie, nous n'avons encore trouvé aucune preuve de son existence. Notre galaxie a 13 milliards 500 millions d'années. Le temps n'a donc pas manqué pour que la vie se développe. Une explication possible est que certaines étapes cruciales dans l'évolution d'une vie intelligente sont si rares qu'elles se produisent à peine. Ainsi, la Terre se passerait bien de nous, et nous serions les seuls à déplorer notre propre disparition, laquelle, hélas, a rarement semblé si proche. Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte ancienne, la tombe du roi Toutankhamon est restée cachée, à l'abri des voleurs, pendant près de 3000 ans. L'une des raisons était que cette tombe était plus petite que la moyenne, et qu'elle était dissimulée dans le site de la Vallée des Rois. Cette région était déjà abondamment explorée au moment où l'on est tombé par hasard sur l'emplacement de la tombe du pharaon. L'entrée était complètement ensevelie sous les débris provenant de la construction d'une tombe voisine, ce qui a dû également aider à préserver son secret. Il n'y avait pas non plus la moindre inscription à l'extérieur de la tombe. Le passage du temps aura également joué un rôle dans son remarquable état de préservation jusque dans les années 20, lorsqu'un dénommé Howard Carter y est finalement parvenu. Mais Carter était-il un héros pour autant? Des découvertes récentes suggèrent qu'il aurait pu être moins honnête qu'on a pu le penser. Carter n'était pas seulement considéré comme un chasseur de trésors renommé, c'était un véritable archéologue. Il s'était, bien avant Toutankhamon, plongé dans la quête d'artefacts égyptiens. Il avait découvert son intérêt pour ces objets insolites dès l'enfance et avait rapidement commencé à reproduire les sculptures et les inscriptions découvertes dans les tombes anciennes. Après avoir découvert les restes du roi Toutankhamon, Carter aura passé près d'une décennie à traiter et consigner toutes sortes d'objets, comme des trônes en or, des chars et des statues provenant de la tombe, les expédiant le long du Nil vers le musée égyptien du Caire. Du moins, c'était là l'histoire officielle. Des découvertes plus récentes affirment que tous ces objets n'auraient même pas été remis aux officiels égyptiens. Une lettre retrouvée semble révéler ce qui fut la politique de Carter. 10 pour eux et 1 pour moi. Et 1. La lettre en question avait été envoyée à Sir Alan Gardiner, philologue et ami de Carter, et datée de 1922. Dans ses écrits, Carter mentionnait avoir découvert la tombe et demandait à son ami quelques conseils. Dans une autre lettre de 1934, Gardiner semblait remercier Carter pour un amulette, qui lui aurait été envoyé comme cadeau de remerciement. Carter insistait sur le fait qu'elle ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon, mais manifestement, c'est bien de là que venait. Le directeur britannique du musée égyptien était lui-même au courant des manigances de Carter, mais ne pouvait pas les prouver.
Il a comparé l'amulette de Gardiner avec d'autres qui provenaient de la tombe de Toutankhamon, et aux surprises, elles se ressemblaient à s'y méprendre. Gardiner était tellement embarrassé d'avoir été mis dans une situation si délicate qu'il s'est plaint à Carter dans une autre lettre. En bon ami, Gardiner a préféré ne pas jeter l'opprobre sur le célèbre archéologue. À la place, il a conseillé à Carter de restituer ses objets volés au Caire, tout comme il vous conseillerait de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos incroyables sur les secrets les plus pharaoniques de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément louche concernant le comportement de Carter après la découverte. En 1947, un dénommé Alfred Luca, qui avait travaillé aux côtés de l'archéologue controversé, a livré des informations dans une obscure revue Kerot. Il affirmait que Carter avait discrètement forcé la porte de la chambre funéraire par lui-même. Après quoi, il l'avait refermée comme si de rien n'était avant d'officialiser la découverte. Pourquoi aurait-il fait cela? Eh bien, la même théorie suggère que Carter et son équipe auraient pu pénétrer dans la tombe plus tôt afin de faire main basse sur quelques trésors anciens. Bien entendu, ces gens ne pouvaient pas risquer de revendre de tels objets de leur vivant, mais s'assureraient qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Carter n'a cependant jamais rien avoué. Il n'a pas émis de démenti officiel non plus. Mais le gouvernement égyptien ne pouvait pas risquer d'autres disparitions inexpliquées. On lui a donc interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains ont associé ces disparitions à la malédiction du roi Toutankhamon. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez que cette histoire effrayante a passionné les foules peu après la découverte de la sépulture du pharaon. On prétendait que quiconque interférait avec la tombe du jeune roi serait poursuivi par la malédiction. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une momie se lançant après vous, mais il se murmure que tous ceux qui ont perturbé la demeure de Toutankhamon ont rencontré des fins aussi mystérieuses que prématurées. Le décès le plus remarquable lié à cette prétendue malédiction est celui de George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. C'est cet aristocrate britannique qui avait financé la quête de cette tombe, et il est décédé juste un an après l'ouverture du caveau. Aujourd'hui, les gens aiment y voir un grand mystère, mais il se trouve qu'Herbert était déjà en très mauvaise santé lorsqu'il est parvenu au Caire, et qu'il a fini par succomber à une maladie commune. Maintenant, parlons chiffres. Beaucoup de monde s'est trouvé lié à l'ouverture de ce tombeau. Des gardes de sécurité, des archéologues et quantité d'ouvriers. Et certes, quelques-uns d'entre eux sont morts peu après que le tombeau a commencé à recevoir des visiteurs. Mais aussi attrayante que soit cette malédiction dans notre récit, statistiquement, si vous avez un groupe de personnes impliquées dans l'ouverture d'une tombe, vous devriez vous attendre à quelques décès, simplement du fait du hasard. La durée de vie moyenne de tous ceux qui auraient été frappés par l'ancienne malédiction était de plus de 20 ans après que le sort se soit abattu sur eux. La fille d'Herbert a même vécu jusque dans les années 80, soit 50 ans plus tard. Et Howard Carter lui-même a vécu jusqu'en 1939, soit 16 ans après la grande découverte. Certains ont suggéré que toute cette malédiction n'était rien de plus qu'une stratégie de communication soigneusement élaborée. Lorsque la tombe de Toutankhamon a été découverte, Howard Carter était soucieux d'en tenir les journalistes à l'écart. Ainsi, il aurait pu inventer une malédiction pesant sur quiconque se serait approché de la sépulture du jeune roi. Mais qu'a-t-on bien pu dérober dans la tombe de Toutankhamon? Eh bien, pour commencer, quelques bijoux. Ils pourraient avoir été volés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français, qui a mené une recherche approfondie en examinant de vieilles photos prises à l'intérieur de la tombe dans les années 20. Il a comparé ces images à celles de divers objets provenant de musées et de ventes aux enchères, et il s'est rapidement mis à retracer l'itinéraire de certains des bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, il y a ce collier, qui ornait autrefois la poitrine du pharaon. Il était brisé en plusieurs morceaux, et certaines parties ont été envoyées via Carter au musée Nelson Atkins du Missouri. Pendant ce temps, d'autres morceaux ont été réarrangés en collier par des gens qui ont tenté de le vendre aux enchères en 2015, mais sans succès. Le musée Nelson Atkins lui-même ne nie pas les faits, puisqu'il confirme l'information sur son propre site web. Et puis, il y a la fameuse coiffe de Toutankhamon. Quelques perles de celle-ci auraient également été volées par Carter. Elles ont ensuite été enfilées pour former un nouveau collier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier élégant, fait de céramique émaillée, a passé un certain temps au Metropolitan de New York. Heureusement, il a été renvoyé en Égypte il y a un peu plus d'une décennie. Il semble qu'il ait été, comme on pourrait s'y attendre,
également volée par Carter. Malgré les articles manquants, la tombe de Toutankhamon a tout de même révélé une multitude d'objets incroyables, qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur cette culture ancienne. Commençons par le célèbre masque funéraire. Il s'agit d'un énorme ouvrage en or de 53 cm de diamètre, orné de pierres semi-précieuses et de pattes de verre. Il pèse 10 kg et représente le jeune pharaon avec une longue barbe postiche et une coiffe surmontée d'un cobra et d'un vautour. Au dos, un sortilège tiré du livre des morts était censé assurer son passage dans l'au-delà. Toutankhamon était apparemment aussi passionné de jeux de société, notamment de sonnettes. On en a retrouvé 4 dans sa tombe, dont certains en ivoire. Les archéologues ont également trouvé une paire de sandales en or, bien qu'on imagine qu'elles aient été davantage pour l'apparat que pour le confort. En fait, le pharaon ne les a probablement jamais portées de sa vie. En parlant d'articles de mode, il semble que Toutankhamon ait été un souverain plutôt coquet. On a même retrouvé un mannequin dans son tombeau qui était utilisé pour choisir, ajuster et ranger ses tenues et ses bijoux. Le jeune roi semble également avoir apprécié la musique, d'après les 2 trompettes que les historiens ont retrouvées dans son tombeau. Bien qu'on en ait joué en 1939 lors d'une émission proposée par la BBC, les instruments sont aujourd'hui considérés comme trop fragiles pour être manipulés. Remontons le temps jusqu'aux premiers jours de l'histoire de l'humanité, à l'époque où nos ancêtres vivaient en tribus nomades. Songe un instant à ce que devait être la vie pour ceux qui souffraient d'une déficience visuelle. Pour ceux qui avaient la chance de n'avoir que des problèmes de vue bénins, ils pouvaient probablement se déplacer sans trop de difficultés. Mais pour ceux qui souffraient de graves problèmes de vue, les défis étaient quasi insurmontables. Leur productivité et leur utilité pour la tribu pouvaient être grandement compromises, ce qui pouvait conduire à leur exclusion. Au fur et à mesure que nous nous sommes établis et avons formé des communautés, la façon dont nous nous traitions mutuellement a commencé à évoluer, et nous avons commencé à considérer ces personnes souffrant de graves problèmes de vue avec un peu plus de gentillesse et d'empathie. Toutefois, sans les connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd'hui, les moyens de leur venir en aide étaient très limités. Avant l'apparition des lunettes, les gens souffrant de problèmes de vue mineurs, comme la myopie, n'étaient probablement pas très affectés. Même si leur déficience visuelle pouvait rendre plus difficiles certaines tâches, comme la chasse ou l'identification d'une menace, ces individus pouvaient tout de même contribuer à la survie de leur tribu, et étaient donc généralement acceptés par leurs pairs. Au fil du temps, à mesure que leur vue se détériorait, nombreux sont ceux qui ont appris à s'adapter. Le déclin progressif de leur vue sur plusieurs années n'était peut-être même pas perceptible, si bien qu'elles ont pu développer des mécanismes d'adaptation, comme le fait de s'appuyer davantage sur leurs autres sens. Il convient également de noter qu'une vision nette et précise n'était pas aussi essentielle à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pendant la grande partie de notre histoire, les taux d'alphabétisation ont été très faibles, souvent de l'ordre de 20% tout au plus, et une formation académique n'était pas essentielle à la plupart des emplois. Par conséquent, les problèmes de vue n'affectaient pas nécessairement la capacité d'un individu à travailler ou à apprendre. La plupart des gens n'étaient pas censés effectuer de tâches nécessitant une vue exceptionnelle. Ils pouvaient donc s'en sortir tant qu'ils étaient en mesure d'accomplir leurs tâches, qui prenaient souvent la forme d'un travail physique. Cela peut sembler dur selon les normes d'aujourd'hui, mais si ta vue était suffisamment bonne pour travailler, mettons, dans un champ, tu pouvais au moins t'assurer une source de subsistance et un revenu. Avance rapide jusqu'au XIIIe siècle, lorsque le premier éclat de ce que nous appellerions plus tard des lunettes a commencé à poindre. Ces premières versions des lunettes n'étaient été fondamentalement que des loupes, qui ne servaient qu'à faciliter la lecture. Au fil des siècles, celles-ci sont devenues plus complexes, et elles ont commencé à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui aux alentours des XVIIe et XVIIIe siècles. Maintenant, penchons-nous un peu sur l'histoire fascinante des lunettes. Leur perfectionnement aura pris plusieurs siècles, jalonné de nombreux visionnaires et de leurs idées novatrices. Toutefois, le mystère de l'inventeur des lunettes apportées reste encore entier. Nous savons que nos anciens conquérants, les Romains, ont été les premiers à percer la magie du verre et de son pouvoir d'agrandissement de textes minuscules, donnant ainsi naissance aux premières loupes. Au XIIIe siècle, en Italie, nous rencontrons les premières lunettes portatives de l'histoire. Il s'agissait de lentilles rudimentaires, fabriquées par d'habiles souffleurs de verre, insérées dans des montures de bois,
de cuir ou parfois même en corne d'animal et maintenue contre le visage ou en équilibre sur le nez. À mesure que la technologie s'est améliorée au cours de la Renaissance, ces dispositifs sont devenus plus courants. Comment savons-nous que ces lunettes ont existé? Eh bien, grâce à l'art. Les peintures du début de la Renaissance représentent parfois des érudits avec des montures à main ou des bésicles juchés sur le nez. Sur la base de tests de vision rudimentaires, les souffleurs de verre italiens ont su façonner des verres de différentes épaisseurs. En raison de leur popularité croissante, ces lunettes ont commencé à quitter l'Italie pour s'étendre au reste de l'Europe, devenant un accessoire de luxe accessible à ceux qui pouvaient se l'offrir. Compte tenu de l'importance accordée au savoir à la Renaissance, les lunettes sont devenues un signe de prouesse intellectuelle et de richesse. Pendant un certain temps, il a semblé que la technologie des lunettes avait atteint un plafond. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on a assisté à un véritable bond en avant, lorsque les lunettes ont permis de garder les mains libres, grâce à l'introduction de branches qui s'étendaient au-dessus des oreilles. L'un des exemples les plus remarquables de ces lunettes modernes sont les fameuses Martin's Margins, conçues par l'inventeur Benjamin Martin. Aujourd'hui, ces lunettes sont très recherchées par les collectionneurs, mais elles ont été pionnières dans la quête de verres plus précis et plus fins, soutenues par des montures robustes. Une fois que les lunettes sont devenues intra-auriculaires, leur évolution a semblé s'accélérer. Même Benjamin Franklin a contribué à ce développement, en inventant le verre à double foyer, une solution astucieuse pour ceux qui devaient jongler avec des problèmes de vision de près comme de loin. Il a ingénieusement découpé 2 lentilles et les a couplées en une seule monture. À la même époque, les lunettes en ciseaux ont gagné en popularité. Il s'agissait essentiellement de lunettes de poche, pliables comme une paire de ciseaux et parfaites pour les moments où l'on avait besoin de jeter un coup d'œil rapide sur quelque chose d'important. Certains messieurs n'étaient guère enthousiastes à l'idée de porter des lunettes en permanence, et ces lunettes compactes présentaient donc une solution idéale. À l'aube du XIXe siècle, les lunettes étaient encore fabriquées à la main et n'étaient pas accessibles à tous. Mais eu égard à la révolution industrielle qui s'annonçait, la production en masse de montures et de verres se profilait déjà à l'horizon, facilitant la correction de la vue pour les travailleurs acharnés. Le début du XVIIIe siècle a également vu l'introduction de verres cylindriques uniques, conçus pour corriger l'astigmatisme. Au cours du XXe siècle, les lunettes ont commencé à passer du statut de nécessité oculaire à celui d'accessoire de mode. Un large éventail de montures de formes, de matériaux et de couleurs différents a commencé à inonder le marché, permettant aux porteurs de choisir des lunettes adaptées à la forme de leur visage, à la couleur de leurs yeux, ou même à leur tenue vestimentaire. Theodore Roosevelt, par exemple, portait des lunettes sans branches qui restaient en place grâce à un pince-nez. Bien qu'elles soient tombées en désuétude en raison de leur aspect digne du siècle dernier, ces lunettes faisaient fureur à l'époque. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'avènement de plastique robuste. Les montures n'avaient plus besoin d'être en bois, en métal ou en corne. Ce plastique pouvait être moulé dans un vaste assortiment de formes et de tailles. C'est également au XXe siècle que l'on assiste à l'essor des lunettes de soleil. Si l'idée est née en Asie au XIIe siècle, elles étaient à l'origine destinées à masquer l'expression des juges, et non à améliorer la vision ou à protéger du soleil. Plusieurs fabricants ont joué avec des verres colorés, mais pas pour des raisons de protection. Très vite, cependant, les lunettes de soleil teintées sont devenues populaires, en raison de la sensibilité à la lumière due à certaines conditions médicales. Cette tendance s'est rapidement imposée, et, à la fin des années 20, les lunettes de soleil étaient produites en masse. Non seulement pour protéger du soleil, mais aussi pour réduire l'éblouissement. Les années 80 ont vu naître les lentilles en plastique, moins susceptibles de se briser et plus légères et plus fines que les lentilles en verre. Et l'innovation ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, nous disposons de verres dotés de revêtements protecteurs qui réduisent l'éblouissement et bloquent les rayons UV nocifs. Aussi fascinant que cela puisse sembler, une autre découverte intéressante a trait au pourcentage de personnes affectées par des problèmes de vision. Certaines études suggèrent que la myopie n'était pas aussi répandue dans le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. En réalité, le nombre de personnes diagnostiquées comme souffrant de myopie a explosé. Les projections indiquent même que d'ici à 250 ans, une personne sur 2 sur la planète pourrait être myope. Une étude particulière a mis en lumière le fait que la myopie touche aujourd'hui 2 fois plus d'enfants que dans les années 60. Dans certaines régions d'Asie, la situation est encore plus accentuée.
alors que les médecins et les chercheurs du monde entier tentent de comprendre la cause profonde de ce problème. Certains le qualifient d'épidémie. Les théories sont nombreuses, certaines pointant du doigt la génétique ou l'augmentation du temps passé devant les écrans et le nez enfoui dans les livres. Mais il y a aussi d'autres scientifiques qui ont remarqué un lien entre les enfants qui jouent moins à l'extérieur et la probabilité de développer une myopie. Quelle que soit la cause de cette situation, il est juste de dire que la myopie n'affectait probablement pas autant de personnes dans les temps anciens qu'elle le fait aujourd'hui. L'invention relativement récente des lunettes pour la myopie laisse penser que ce n'était pas un problème aussi pressant dans le passé. Peut-être les gens ont-ils trouvé des moyens d'adapter leur mode de vie pour mieux gérer leur myopie. Ou peut-être que l'on s'efforçait davantage d'adapter les emplois aux capacités visuelles des gens plutôt que de rechercher des solutions techniques pour uniformiser la donne. Lançons-nous dans quelques hypothèses farfelues. Que se passerait-il si nous pouvions miraculeusement visiter chacun de nos ancêtres dans l'ordre chronologique ? Pourrions-nous leur parler et établir une véritable connexion ? Et jusqu'à quelle époque pourrions-nous remonter tout en gardant le contact avec eux ? Eh bien, voyons voir ça. Les primates étaient les cousins funky des autres mammifères. Il y a environ 85 millions d'années, pendant la période du Crétacé supérieur, ils ont décidé de suivre leur propre voie et sont devenus les premiers représentants de leur espèce. L'évolution humaine est très complexe, et nous ne pouvons pas tracer de ligne distincte là où elle a précisément débuté. Mais nous allons commencer par les hominini. Les hominini sont un groupe de primates qui inclut toutes les espèces menant à l'Homo sapiens. Très bien. Imaginez que vous ayez grimpé dans votre super machine à remonter le temps et que vous ayez atterri dans le passé, à l'époque où les hominini parcouraient la Terre. Que se passerait-il ? Tout d'abord, vous remarqueriez ces étranges créatures se promenant avec leurs petits corps velus, leurs visages interrogateurs et leurs grands yeux ronds. Ils peuvent sembler un peu différents de nous, mais c'est ce qui fait tout leur charme. Ils étaient d'excellents grimpeurs et incroyablement curieux du monde alentour. Ils se régalaient de fruits, de noix et de tout ce qu'ils pouvaient en trouver. Et oui, étonnamment, les humains ne sont pas carnivores par nature. À l'origine, nous étions tous végétariens. Bien sûr, avec eux, vous pouvez faire une croix sur toute forme de communication adéquate. Mais les primates sont particulièrement intelligents. Il pourrait donc vous suffire d'avoir quelques talents de mime. Apaisez-les au moyen de gestes amicaux, et ils seront ravis de rencontrer un voyageur du futur tel que vous. Ces hominini étaient curieux par nature. Ils seraient donc probablement très intéressés si vous vous montriez cordial avec eux et leur offriez de la nourriture. Passons ensuite à l'Homo habilis et à l'Homo erectus. Leur période, l'âge de pierre, a débuté il y a environ 2 600 000 ans. Comme vous pouvez le deviner, c'est le moment où nous avons commencé à utiliser des outils de pierre. Cet âge aura duré approximativement 3 400 000 ans et s'est achevé entre 4000 et 2000 avant J.A.C. Il a pris fin avec l'avènement de la métallurgie. Homo habilis, ou l'homme habile, était un peu le MacGyver de l'âge de pierre. Ces créatures ingénieuses ont été les premières à utiliser des outils en pierre taillée. Homo erectus, pour sa part, était l'homme debout. Son apparition est un peu plus récente. Et comme son nom l'indique, il a été le premier à marcher sur 2 jambes comme nous. Il avait certes une apparence un peu différente de celle des humains modernes, mais n'en possédait pas moins une allure de bipède. Alors, comment était-on de sa vie ? Eh bien, nous parlons là d'un véritable survivant. L'Homo erectus adorait explorer le monde et bricoler toutes sortes de choses. Il fabriquait des outils en pierre rudimentaires, comme des cailloux tranchants pour couper et gratter. Il était essentiellement le premier inventeur de l'histoire. L'Homo erectus était aussi aventureux. Il a quitté l'Afrique et voyagé vers des contrées lointaines, découvrant de nouveaux territoires au passage. Ces hommes ont été les premiers à fouler des continents comme l'Europe et l'Asie. Ils vivaient dans des grottes ou de simples abris faits de branches et de peaux de bêtes. Et n'oublions pas leur sens inné de la mode. Leur tenue se constituait déjà de peau et de feuillage. N'allez pas croire qu'ils se tournaient par les pouces toute la journée. C'étaient des chasseurs-cueilleurs, perpétuellement en quête de fruits juteux, de noix et chassant même quelques animaux. Comment communiquer avec eux ? Eh bien, ils n'utilisaient pas des grognements simples,
des gestes ainsi que leur langage corporel pour se comprendre. Donc, si vous rencontriez un Homo habilis ou un Homo erectus, vous auriez un échange des plus musclés. Vous pourriez exhiber notre technologie dernier cri pour les épater et leur apprendre de nouvelles astuces. Les prochains sur notre liste sont les Homo heidelbergensis et les Néandertaliens. L'Homo heidelbergensis était en quelque sorte le cousin aîné des Néandertaliens et de l'homme moderne. Il vivait il y a environ 8 à 200 000 ans. Ces hommes étaient forts et robustes, avec de plus gros cerveaux que leurs ancêtres. Ils étaient experts en matière de fabrication d'outils et ils aimaient sans cesse explorer de nouveaux endroits. Les Néandertaliens ont vécu en Europe et en Asie sur une période allant de 400 000 à 40 000 ans. Ils étaient très intelligents et étaient remarquablement bien adaptés au temps froid. Avec leur corps puissant, leurs muscles noueux et leurs grandes nez, ils pouvaient affronter les hivers les plus rudes. Le Homo heidelbergensis et l'homme de Néandertal étaient d'excellents chasseurs-cueilleurs. Ils traquaient les mammouths et autres gros gibiers au moyen de sagaïs de leur propre conception. Mais ils ne se préoccupaient pas uniquement de leur survie. Ils savaient aussi s'amuser. Les Néandertaliens avaient une fibre artistique et montraient leurs émotions, ainsi que leur attachement les uns aux autres. Avec ces gars-là, vous n'auriez qu'à tracer des images par terre, danser et faire des gestes. Ils comprendraient sûrement l'idée. Et enfin, voici l'Homo sapiens. Imaginez ceci. Vous vous réveillez dans une caverne avec votre famille, blotti au chaud près d'un feu vacillant. Cette grotte est plutôt confortable, n'est-ce pas? Sauf que cette situation n'a rien de permanent. Vous faites partie d'une tribu nomade qui se déplace là où se trouve la nourriture. Bon, mais au moins, vous avez quelques outils ingénieux pour survivre. Attrapez donc votre superbe lance artisanale, fabriquée en observant les autres, ou peut-être de votre propre cru. Il est temps d'aller chasser le mammouth. Et si les mammouths ne sont pas coopératifs, il suffit de ramasser des noix, des baies et des œufs. Les humains de l'âge de pierre étaient de fins gastronomes. Ils savaient pour fabriquer de la farine d'avoine et relever le tout avec des oignons sauvages et des graines de moutarde. Il y avait aussi des artistes parmi eux. Au moyen de pigments minéraux et d'ossements, ils créaient de superbes peintures et même des flûtes pour égayer un peu leur feu de camp. Vous ne pourrez toujours vous exprimer que par le langage corporel et les expressions faciales. Mais les Homo sapiens étaient plus intelligents que leurs aïeux. On pourrait donc leur enseigner des gestes simples et leur signification, comme lever les mains pour dire « mammouth » ou d'autres choses. Essayez peut-être d'exécuter une danse marrante devant eux. C'est certain d'attirer leur attention, mais ce ne serait pas le seul moyen de communiquer. Les hommes de l'âge de pierre adoraient dessiner et jouer de la musique. Vous n'auriez donc aucun mal à vous joindre à la fête. Montrez vos talents d'artiste avec 1 ou 2 croquis, ou sifflez leurs quelques mélodies. Ne vous inquiétez pas, ils seront impressionnés par vos compétences, même si vous n'êtes pas bien plus doué qu'eux. Mais les outils sont clairement le chemin le plus court vers leur cœur. Si vous leur offriez quelques gadgets pratiques de notre époque, ils en seraient très impressionnés. Il suffit de créer un outil simple capable de rendre leur vie plus facile, et ils vous apprécieront instantanément. Ainsi, même si vous n'engagerez probablement pas de débat philosophique profond avec ces gens de l'âge de pierre, vous pouvez quand même passer de bons moments. L'apprentissage est la voie du succès. De plus, même si la vie était plus brève à l'époque, une 30aine d'années en moyenne, c'était encore assez long pour trouver un partenaire et avoir une progéniture. Toutefois, les options de rencontre pouvaient être un peu limitées. Laissez donc ce sujet pour une autre fois. Il faudra juste tenir votre hache à portée de main pendant la nuit car, il n'était pas rare que nos ancêtres se mangent entre eux et se décapitent les uns les autres. Et ça craint. Terminons notre voyage avec l'âge du bronze, juste pour le plaisir. Cette période a duré de 3300 à environ 1200 avant Jésus-Christ. Et devinez quoi? Les gens de cette époque ne juraient que par ce métal solide que l'on appelle le bronze. C'est l'époque où nous sommes devenus créatifs et avons commencé à utiliser cet alliage pour fabriquer toutes sortes de choses. Le bronze est un mélange de cuivre et d'étain, ce qui le rend plus dur et plus durable que toute autre chose de cette période.
de formidables civilisations ont commencé à poindre un peu partout. Elles fabriquaient leur propre bronze en fondant du cuivre et en le mélangeant avec de l'étain ou l'échangeaient avec leurs voisins. Ainsi, lorsque vous visiterez cette ère ancienne, vous serez émerveillé par les cités animées de l'âge du bronze, ornées de statues en métal massif, de marchés pittoresques et de temples grandioses dédiés aux dieux. C'est au cours de l'âge du bronze que nous avons finalement développé les langues et l'écriture. La Mésopotamie et l'Égypte ont ouvert le bal avec leurs formidables alphabets cunéiformes et hiéroglyphiques, les premiers systèmes d'écriture jamais inventés. Ils étaient, pour ainsi dire, les rois de la calligraphie. N'oubliez pas que la langue pourrait être un peu différente, vous n'entendriez que des mots inconnus. Mais avec ces humains, vous pouvez au moins utiliser des dessins, du chant et bien d'autres choses pour communiquer. Voilà, c'est à peu près à quoi ressemblerait une rencontre avec nos lointains ancêtres. Quel incroyable voyage à travers le temps. Alors, n'oubliez pas de chérir notre passé tout en appréciant les merveilles de notre monde moderne. Restez à l'écoute. Pouvez-vous prononcer le nom de la capitale aztèque? J'avoue, c'est assez difficile en français, et bien au-dessus de mes compétences. Bon, très bien. Il s'agit de Tenochtitlan. Les villes mayas ont généralement des noms difficiles à prononcer, comme Yaxchilan. Ils doivent donc provenir de la même langue, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Les Aztèques et les Mayas figuraient parmi les peuples mésoaméricains les plus célèbres. Nous parlons de l'actuelle Amérique centrale. Mais ils ne parlaient pas la même langue et n'appartenaient clairement pas à la même civilisation. Les deux peuples ont vécu à des époques différentes. Les Aztèques ont ainsi dominé la région du XIVe au XVIe siècle, ce qui, en Europe, marquait la fin du Moyen Âge. Les Mayas les ont précédés, et les historiens estiment qu'ils ont commencé à bâtir leurs cités-États dès le IIIe siècle, pour atteindre leur apogée dès le Xe siècle. Cela ne signifie pas que les Mayas et les Aztèques n'aient pas eu le moindre contact, mais au moment de ces interactions, les Mayas étaient déjà en déclin. Les Aztèques ont donc davantage commercé avec les descendants des Mayas qu'avec les Mayas eux-mêmes. Les deux civilisations ne vivaient même pas au même endroit. Les Aztèques ont construit leur ville dans le nord de l'actuel Mexique, tandis que les Mayas habitaient au sud, dans la péninsule du Yucatan. Aujourd'hui, cette région fait également partie du Mexique, mais les Mayas occupaient également des parties de l'actuel Guatemala et du Belize. De plus, ils parlaient plusieurs langues. Les Mayas possédaient toute une famille de langues, dont certaines ont survécu jusqu'à nos jours. On estime que 6 millions d'autochtones descendants des Mayas seraient aujourd'hui répartis à travers toute l'Amérique centrale. Au Guatemala, 21 langues mayas sont officiellement reconnues, tandis que plus au nord, au Mexique, le nombre de langues officielles est de 29. Pour les Aztèques, la situation est beaucoup plus simple. Ils ne possédaient qu'une seule langue, le nahuatl. Cette langue compte encore environ 1,5 million de locuteurs natifs, principalement dans le centre du Mexique, ce qui représente plus que toute autre famille de langues indigènes dans la région. Cependant, un locuteur nahuatl ne pourrait pas comprendre un locuteur de langue maya. Les deux langues sont complètement différentes et n'avaient pas le même système d'écriture. Les Mayas étaient plus avancés et utilisèrent des hiéroglyphes, semblables à ceux des anciens Égyptiens. Au lieu de lettres formant des mots, ces anciennes civilisations utilisaient de petites représentations pour figurer un objet ou un concept. Lorsque les Mayas voulaient écrire le mot « jaguar », par exemple, ils tracèrent une petite image de l'animal. Leur système d'écriture comptait plus de 800 caractères de ce type, constituant un véritable alphabet hiéroglyphique complexe, bien plus complexe que notre manière moderne d'écrire. Comparativement, les Aztèques utilisaient des pictogrammes et des idéogrammes, des dessins élaborés représentant des objets, des animaux ou des concepts. Bien que visuellement impressionnants et nécessitant des peintres hautement qualifiés, ces symboles n'étaient pas aussi systématisés que les hiéroglyphes mayas et servaient davantage de mnémonique que de véritables systèmes d'écriture phonétique. On pourrait donc dire que les Mayas étaient en plus avancés en matière de langue écrite. Ils possédaient le seul système d'écriture entièrement développé du continent américain avant l'arrivée des premiers Européens. Toutefois, sur le plan culturel et économique, les deux sociétés étaient assez similaires. Aucune des deux n'utilisait d'animaux de trait pour l'agriculture et le transport. La clé de voûte de leur agriculture, vous l'aurez deviné, c'était le maïs. Christophe Colomb fut le premier à rapporter cette céréale en Europe en 1493.
Les Mayas cultivaient également le tournesol, la vanille et le coton. Les Aztèques produisaient du piment, des haricots et des courges. Pour toute viande, ils se contentèrent de poissons et de crevettes, tandis que les Mayas élevaient des dindes, comme nous le faisons aujourd'hui avec nos poulets. La société aztèque était composée de nobles et de roturiers, tous dirigés par un empereur. Les Mayas vivaient principalement dans des cités-États indépendantes, chacune gouvernée par une famille royale. Ces deux civilisations se passaient entièrement de véhicules à roues. Les marchands aztèques parcouraient l'Amérique centrale en transportant leurs marchandises sur leur dos, ce qui n'était guère confortable. Contrairement à nos routes modernes, les leurs étaient bien plus étroites puisqu'elles n'étaient destinées qu'aux piétons. Les Mayas utilisaient un réseau routier similaire, incluant également des canoës qu'ils taillaient dans de grands troncs d'arbres. Cependant, ils ne s'éloignaient que rarement des côtes. Un canoë Maya moyen mesurait 15 mètres de long, soit la taille d'un de nos voiliers contemporains. Les Mayas échangeaient des marchandises que de variées, allant du sel aux perles. Ils considéraient de la viande comme un produit de luxe, tout comme l'or, le cuivre et la turquoise. Et quelle monnaie utilisaient-ils selon vous? Certainement pas du métal et encore moins du papier, mais des fèves de cacao qui avaient un prix fixe sur le marché, ce qui en faisait un moyen de paiement idéal. La situation dans nos sociétés modernes n'est pas très différente. Environ 2/3 des pays ont indexé leur monnaie au dollar américain. Pour ces précolombiens, les fèves de cacao faisaient donc office de billets verts. Les Aztèques utilisaient également cette monnaie, mais avec une particularité, la hache-monnaie. Une hache valait ainsi 8000 graines de cacao. On peut imaginer que leur bureau de change devait être un fameux bazar. En ce qui concerne les minéraux, le jade était très prisé dans les deux cultures. Les Mayas et les Aztèques fabriquaient des outils et des ornements à partir de ce matériau. Ils croyaient que le jade apportait grâce et longévité à son porteur, et leur mine de jade se trouvait dans l'actuel Guatemala. Vous vous souvenez de cette ville au nom imprononçable? La fondation de la capitale aztèque nous révèle beaucoup sur le système de croyance de cette culture. Selon la légende, leur dieu leur aurait ordonné d'ériger une ville à l'endroit où ils verraient un aigle perché sur un cactus, tenant un serpent dans ses serres. Ils auraient observé cette scène sur une île du lac Texcoco, et y auraient bâti leur cité. Si vous cherchez cet endroit sur une carte de l'actuelle Amérique centrale, il vous suffit de localiser Mexico. C'est l'emplacement même de l'ancienne capitale aztèque, nommée ainsi en référence au peuple mexicain, un autre nom pour les Aztèques. La ville était construite sur de petites îles artificielles et excédait légèrement la superficie de l'aéroport d'Heathrow. Les Mayas, quant à eux, n'avaient pas de capitale unique comme nous l'entendons aujourd'hui. Leur civilisation s'étendait sur une quarantaine de villes, chacune comptant de 5 à 50 000 habitants. Aujourd'hui, ces sites seraient considérés comme de petites villes rurales. Toutefois, le nombre total de cités mayas n'est pas encore exhaustif, les archéologues continuant de découvrir de nouveaux sites au cœur des jungles de la péninsule du Yucatan. Récemment, des chercheurs ont mis au jour un nouveau site dans le sud-est du Mexique et l'ont baptisé Ocomtún, en référence au mot maya désignant les multiples colonnes de pierre qu'ils y ont découvertes. Autrefois, cette ville faisait partie des basses terres centrales mayas, une région aujourd'hui recouverte d'une épaisse jungle. Les Mayas ont abandonné leur peuplement dans cette région aux environs des 8e et 9e siècles. Les historiens ne s'accordent pas sur les raisons de cet abandon soudain, certains évoquant la surpopulation, d'autres l'effondrement de leur route commerciale. Quoi qu'il en soit, les villes mayas du Nord ont perduré. Et leurs descendants étaient encore présents lorsque les Européens en ont fait la rencontre plusieurs siècles plus tard. Les Aztèques étaient également présents dans l'actuel Mexique à cette époque. Mais le contact avec les colons européens leur fut fatal en raison de l'épidémie de variole qui l'ont amené avec eux. Cependant, l'héritage de cette culture perdure encore aujourd'hui. Chaque fois que nous utilisons des mots comme avocat, chili, guacamole, chocolat et coyote, nous faisons revivre le nahuatl, la langue des Aztèques. Ces mots se retrouvent dans presque toutes les langues du monde. Les mots mayas, quant à eux, ont également influencé l'anglais moderne. Les linguistes soutiennent ainsi que le mot « shark », requin donc, proviendrait du maya « exaucé », utilisé pour désigner un poisson. Les deux civilisations ont laissé derrière elles des pyramides au style très similaire. Le seul indice permettant de les différencier est que l'on retrouve aujourd'hui beaucoup plus de ruines mayas qu'aztèques.
Enfin, en ce qui concerne le maïs, une histoire circule parmi les descendants des Mayas selon laquelle leur récolte était accomplie au moyen de maïs sonneuses-batteuses. Époustouflant, non? Bon, d'accord. Ça, je l'ai inventé. Mais vous vous en doutiez, n'est-ce pas? À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du soleil. Et puis, bam! La vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan, et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisie. Ils se sont engouffrés dans ces niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins,
ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'ancien monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'ancien monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité, ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes, des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces deux branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de 16 compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivés il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre l'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant,
En un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient donc participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des poses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentèrent cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art.
Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez ? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée ? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisaient la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient en bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcés d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Les Égyptiens maîtrisaient l'art de faire tenir des édifices majestueux, grâce à leur génie en ingénierie et en construction. Ils ont érigé de vastes salles et des sanctuaires intérieurs qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Et certains de leurs temples servaient également d'observatoires astronomiques. Il s'est passé beaucoup de choses au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. Bien sûr, nous parlons de 1000 ans d'histoire humaine. Si tu te souviens de tes cours d'histoire, tu sauras qu'il s'agit de l'époque de l'ascension et de la chute de l'Empire romain. C'est aussi l'époque où nous sommes entrés dans le sombre Moyen-Âge. Et certains disent que c'est la période d'apogée de la civilisation Maya, en Mésoamérique. Mais grâce au progrès technologique, nous pouvons aujourd'hui regarder l'histoire d'une manière bien différente. Tu vois, les archéologues ont trouvé des preuves réelles que la civilisation Maya pourrait avoir commencé bien plus tôt, et que depuis son origine, cette civilisation était loin d'être simple. Pour en savoir plus, tu devras plonger dans les forêts tropicales du Guatemala. Prêt pour la balade ?
Les forêts tropicales sont denses et difficiles d'accès. Si tu étais archéologue, tu les trouverais également très menaçantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés si longtemps dans l'ignorance au sujet des Mayas. Mais regarde un peu ça. Tu t'attendrais à voir des ruines de ce genre au Portugal, en Angleterre ou aux États-Unis. Je parle de ces routes de 40 mètres de large, peintes en blanc, pour aider les voyageurs à se déplacer la nuit. À titre indicatif, ces routes faisant environ la moitié de la taille d'un terrain de football américain. Énorme. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de 160 vecinos statistiques de routes similaires, et ils pensent qu'elles détiennent davantage toutes premières ruines mayas répertoriées à ce jour. Ces routes, qui traversent parfois des terrains marécageux et pouvaient même être surélevées, sont en quelque sorte les premières autoroutes du monde. On ne dispose pas de registre répertoriant les véhicules à traction animale, mais on pense que ce réseau reliait entre elles 964 localités mayas. C'était comme une immense toile d'araignée. Et d'après ce que les archéologues ont trouvé, ce réseau constituait un système d'interactions économiques et sociales. Cela bat complètement en brèche l'idée traditionnelle selon laquelle la période préclassique maya, que l'on situe entre 1000 et 350 avant notre ère, était constituée de petites colonies tribales. Imagine la main-d'œuvre et les capacités d'ingénierie qu'il fallait pour construire des autoroutes comme ça. Les scientifiques y pensent que ces chaussées furent construites à peu près de la même façon que les pyramides. Si ces gigantesques ouvrages architecturaux t'intéressent, ne t'inquiète pas, nous en parlerons dans quelques instants. Les scientifiques pensent que ces routes furent bâties avec un mélange de boue et de pierres de carrière, et avec plusieurs couches de calcaire aussi, bien sûr. Les chercheurs n'ont pu découvrir tout cela que grâce à une toute nouvelle technologie d'imagerie. Tu sais qu'on a utilisé la technologie du sonar pour cartographier le fond de l'océan? Eh bien, cette technologie est très similaire. Mais au lieu d'utiliser des sons, elle utilise des lasers. Ce système permet aux chercheurs de voir à travers l'épaisse voûte forestière, un peu comme un vision à rayons X. Cela a incontestablement changé la donne. On a commencé à exhumer les cités mayas au milieu du XXe siècle. Depuis, des ruines de villes telles que Tikal, Palenque et Uxmal ont été redécouvertes. Mais revenons quelques instants en arrière pour situer le contexte. Les Mayas étaient l'une des plus grandes civilisations précolombiennes d'Amérique. Jusqu'à présent, les experts pensaient qu'à son apogée, cette civilisation comprenait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde. Son territoire s'étendait sur la péninsule du Yucatan, au Guatemala et au Belize. Et il survivait principalement grâce à l'agriculture. Mais cette péninsule était un endroit très hostile aux cultures. Les Mayas durent donc mettre au point un système d'irrigation complexe dans leurs villes. Ils construisirent des bâtiments cérémoniels, des pyramides, des places et même des terrains pour jouer au ballon. Les Mayas furent peut-être de grands bâtisseurs de pyramides, mais ils développèrent aussi un système astronomique avancé. Avec la technologie dont ils disposaient, ils étaient capables de prédire l'emplacement exact de planètes telles que Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Jetons maintenant un coup d'œil à certains de leurs sites. Voici Tikal. Situé au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, son importance était comparable à celle de villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Il est composé de plusieurs monuments. Au total, le site compte 12 000 bâtiments. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construite uniquement de main d'homme vers 350 avant notre ère, elle servait de lieu de repos aux rois et aux chefs. Ces monuments mesurent jusqu'à 60 mètres de haut. À l'époque, les pyramides à degrés étaient peintes d'un beau rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, il ne reste que le calcaire. Nous avons dit que l'empire maya s'étendait sur plusieurs pays. Il n'est donc pas surprenant que Chichén Itzá se trouve aujourd'hui à 10 heures de route de Tikal. Il n'y avait pas de querelle entre ces sites. Il s'agissait simplement de centres-villes différents. Un peu comme New York et Los Angeles. On y trouve l'une des pyramides les mieux préservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site s'étend sur une superficie de 10 km². Son centre est El Castillo.
un énorme temple en escalier d'une hauteur de 25 mètres. Sa caractéristique principale est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches. Le même nombre de jours que dans l'année solaire. Ça donne à réfléchir. Et voici la cité perdue de Palenque. Cette autre cité maya aurait accueilli plus de 6000 personnes à son apogée. Les archéologues ont fait de curieuses découvertes sur ce site. La plus étrange fait immédiatement penser à Indiana Jones et à Tomb Raider. L'un des bâtiments de cette cité serait la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque. C'était la grand-mère du dernier roi maya. En son honneur, un énorme monument fut construit pour conserver son corps après son décès. La découverte de la tombe elle-même fut un événement passionnant. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont tout d'abord vu une pièce avec une porte cachée. En ouvrant cette porte, ils sont tombés sur un couloir de 2,5 mètres de long. Au bout de ce couloir se trouvait la chambre de la reine. Et à l'intérieur, la momie de la reine elle-même. Ils l'ont trouvée accompagnée de ses perles, de ses coquillages de jade et de ses pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange. La pièce était remplie d'une poudre de couleur rouge. Les chercheurs savaient que cette couleur était importante pour les Mayas. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi la reine avait été enterrée avec cette substance inconnue. Ils en ont ramené un échantillon qu'ils ont analysé et ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très dangereux. Lorsqu'elle est inhalée, elle peut causer de graves dommages à la santé. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait être sûr que d'une pigue pour quiconque tenterait de voler ces trésors. Une vraie malédiction. Une chose qui a toujours troublé les chercheurs est le manque de données concernant le déclin de cet empire tout-puissant. Quelle aurait pu en être la cause? La sécheresse? Une maladie? De nouvelles recherches menées en 2017 ont tout de même permis de faire la lumière sur cette question. À partir de données recueillies à Saibal, un site situé au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé des céramiques et autres objets exhumés lors de fouilles archéologiques afin d'en savoir davantage sur la disparition inexpliquée de cette civilisation. Ces informations ont montré qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas auraient disparu à la suite de plusieurs périodes d'instabilité sociale et de crise politique. Ces événements auraient détérioré les centres-villes et provoqué la dispersion de la population. Et toi, que penses-tu de tout cela ?